Dès les premiers âges de la civilisation, le monde sous-marin a marqué les limites de l'univers visible. Il a évoqué l'inconnu et la représentation du monde des morts. Très tôt, l'imaginaire collectif a fait ressurgir de ses profondeurs des monstres et des créatures fabuleuses. Au fil des siècles, le folklore s'est enrichi de nouvelles formes de vie imaginaires, terrifiantes et fascinantes à la fois. Rumeurs et vérités se confondent-elles dans ces mondes sous-marins? Deux adolescents, Gordon Pike et Robin Llewellyn, se prélassent sur les rives du lac Tethys, près de Victoria, en Colombie-Britannique. À un certain moment, ils notent la formation d'un curieux remous à 5 mètres du rivage. Un remous d'où émerge bientôt une créature monstrueuse, un être humanoïde couvert d'écailles épaisses et argentées. En voyant la créature, Pike et Llewellyn prennent leurs jambes à leur cou, mais le monstre se lance aussitôt à leur trousse. Llewellyn s'inflige une profonde lacération à la main en frappant la créature. À bout de souffle, les deux jeunes s'engouffrent dans leur voiture et démarrent en trombe, laissant la créature à elle-même. Depuis des siècles, les Amérindiens de la Colombie-Britannique racontent que les eaux du lac Tethys abriteraient le Pugwis. Gordon Pike et Robin Llewellyn n'en ont jamais entendu parler, mais pour eux, cette affaire se résume à une seule question. Qui les croira? Est-il possible que nos lacs et nos océans soient les derniers refuges d'une colonie d'animaux étranges et encore inconnus de la science? Chaque année, la découverte de nouvelles espèces animales fait la joie des naturalistes et force la mise à jour des manuels de zoologie. Curieusement, dans bien des cas, ces animaux étaient connus des populations locales, et ce, longtemps avant qu'ils ne soient redécouverts et identifiés par les experts. En 1938, des pêcheurs sud-africains ont pris dans leur filet un curieux spécimen près de la rivière Chalumna. Il s'agissait d'un long poisson pourvu d'écailles bleutées très épaisses et de nageoires atrophiées. La prise devait éventuellement être identifiée comme un sélacanthe, une espèce de poisson que l'on croyait disparu depuis 70 millions d'années. L'affaire a eu l'effet d'une véritable révolution dans les milieux zoologiques. Pourtant, ce curieux fossile vivant était déjà connu des pêcheurs comoriens et malgaches qui en capturaient accidentellement dans leurs filets. Dans la foulée de la découverte du sélacanthe, de nombreux zoologistes, dont le regretté Bernard Heuvelmans, ont spéculé sur la possibilité que des animaux reliques aient survécu jusqu'à nos jours. Plusieurs de ces créatures marines seraient ces monstres des récits populaires et des légendes. En 1956, Rayford McLean et John Hillis observent depuis la grève de West Point à l'île du Prince-Édouard un serpent de mer de 20 mètres de long. L'animal de couleur brune forme des croissants à la surface de l'eau. Le 19 août 1997, 3 campeurs de Crown Point, dans l'État de New York, observent à la surface du lac Champlain un long animal de 5 à 7 mètres de long.
la bête sort la tête hors de l'eau. Les témoins sont trop loin pour en distinguer les détails, mais sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'un animal connu ou d'un poisson. Qu'il s'agisse du lac Champlain, de l'océan Atlantique ou du Loch Ness en Écosse, tous ces lieux ont pour dénominateur commun leur monstrueux locataire. En fait, à en croire les cryptozoologues, ces passionnés qui se dédient à l'étude des animaux inconnus de la science, il y aurait quelques 150 lacs à travers le monde réputés pour leurs monstres. Et ce nombre ne tient pas compte des océans, évidemment. On parle ici surtout de créatures filiformes dont la taille varierait de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Et il faut bien l'avouer, actuellement, il n'existe aucun animal aquatique officiel qui correspond à cette description, à moins bien sûr d'imaginer des anguilles ou des murènes géantes. Alors, faut-il y voir des récits de marins trop portés sur leur âme, quelques divagations, ou est-ce que la nature nous réserve encore quelques surprises, des très grosses surprises? Dans son livre, l'auteur Joseph Zarzinski présente une liste de près de 300 observations de Champ, l'étrange animal du lac Champlain. Sur un site Internet consacré à Memphrey, le monstre du lac Memphremagog, au Québec, on apprend qu'au moins 11 apparitions de la bête ont été rapportées pour la seule année de 1997. Et les scientifiques Paul Leblond et Edward Bousfield énumèrent dans leur ouvrage près de 200 observations du Cadborosaurus, le serpent de mer de la côte ouest du Canada. Nous avons donc des centaines, voire des milliers de témoignages. Sans parler de Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness, dont les apparitions remontent au 6e siècle. Et que pensent les experts de ces témoignages? Dans l'un de ses célèbres ouvrages, le père de la cryptozoologie, Bernard Heuvelmans, admet que la reconnaissance d'une nouvelle espèce animale ne peut se faire sans l'apport d'une preuve matérielle, une dent, une vertèbre ou une écaille. Néanmoins, l'auteur s'explique mal ce peu d'intérêt des scientifiques vis-à-vis des témoignages référant à des animaux inconnus. Et c'est là le nœud du problème. Pour l'essentiel, beaucoup de cryptides, ces animaux non reconnus par la science, n'existent qu'à travers les témoignages. Or, le premier argument des sceptiques est de dire que les témoignages ne valent rien. Parce que les témoignages fondés sur les observations visuelles peuvent être très peu fiables, j'aurais plutôt tendance à être sympathique à l'opinion des sceptiques, qui croient que les gens peuvent faire de grossières erreurs en matière de capacité visuelle, comme voir une créature inconnue sur un lac ou dans une forêt, ou encore un chat mystérieux quelque part. Mais je ne crois pas que l'on puisse exclure tous les témoignages. Si vous excluez tous les témoignages fondés sur les observations visuelles, alors vous êtes dans une zone dangereuse. En général, les gens ne rapportent pas les observations à caractère cryptozoologique parce qu'ils craignent d'être ridiculisés. Je crois sincèrement qu'en général, ces témoins se manifestent de bonne foi pour rapporter quelque chose qu'ils ont vraiment vu. Oui, ils peuvent être dans l'erreur, mais très souvent, ils ne le sont pas. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'en cryptozoologie, les témoignages sont le maillon faible de la chaîne. De plus, soulignent les sceptiques, ces animaux inconnus sont rarement observés par les naturalistes ou des zoologistes professionnels. Ma réponse est toute simple. Ils ne les cherchent pas. S'ils cherchaient vraiment ces créatures, il y aurait une réelle possibilité de les trouver. Si moi, avec mes 20 années d'expérience dans le domaine de la cryptozoologie, je vous demandais combien de scientifiques ont vraiment cherché un cryptide, je peux vous dire que vous auriez assez de vos doigts et de vos orteils pour les compter. Et c'est tout. C'est un très faible pourcentage de la totalité des zoologues, biologistes et autres chercheurs du monde scientifique qui cherchent vraiment ces animaux. On n'a pas donné aux cryptides la crédibilité et le respect auxquels ils devaient avoir droit. Essentiellement parce que les chercheurs se sentent embarrassés par la dimension sensationnaliste du traitement médiatique et qu'ils craignent de perdre leur réputation. L'observation d'un animal lacustre ou marin peut aussi présenter un certain nombre de pièges. D'abord, ces animaux ne présentent généralement qu'une partie de leur anatomie, donc difficile d'avoir une idée précise de l'animal.
les risques d'erreur d'interprétation sont amplifiés. Vu de loin, un tronc d'arbre à la dérive peut très bien ressembler à un monstre à demi mergé. Les conditions météorologiques peuvent aussi contribuer aux erreurs de perception. Si vous apercevez des ridelles provoquées par le vent, le sillage d'un bateau, des vagues sur un lac ou un débris quelconque qui flotte en surface, vous pouvez très facilement confondre ces phénomènes avec un organisme vivant. En utilisant un procédé d'élimination, je peux conclure si le témoin a ou non aperçu une créature. Pour moi, apercevoir une créature vivante sur un lac implique divers aspects. Par exemple, avez-vous vu une tête? À quoi ressemblaient ses bosses? Est-ce que les bosses étaient séparées de la surface de l'eau ou se confondaient-ils avec l'eau? En utilisant ce genre de questions basées sur une solide méthodologie, j'arrive à établir si notre témoin est fiable ou non. D'après mon expérience, je n'ai pas encore rencontré un témoin qui n'avait pas aperçu un animal dans un lac. À l'occasion, il m'est arrivé d'interviewer les témoins d'autres chercheurs qui, eux, avaient mal identifié leur sujet. Mais les témoins auxquels moi j'ai parlé, mes clients en quelque sorte, ne se sont jamais trompés. Même s'il est vrai que le témoignage ne remplacera jamais une preuve matérielle, un échantillon biologique, une photographie ou un film, le témoignage contribue néanmoins à renforcer le corpus que nous sommes ici en présence d'un phénomène non identifié. Scientifiquement parlant, malheureusement, ces témoignages ne sont que des anecdotes. Et aussi captivantes soient-elles, une anecdote ne réussira jamais à convaincre la communauté scientifique que nous sommes ici en présence d'animaux inconnus. Comme le disait si bien le regretté astronome Carl Sagan, à une affirmation extraordinaire, on doit exiger une preuve extraordinaire. Mais qu'est-ce que justement une preuve extraordinaire? Le lac de Poinégamook au Québec abriterait une créature fantastique. On raconte que les premières apparitions de la bête, surnommée Ponique, remonteraient au 19e siècle. Mais c'est surtout à partir des années 1950 que les témoignages se sont multipliés. Aujourd'hui, des dizaines de riverains jurent avoir vu le monstre du lac qu'ils décrivent généralement comme une silhouette rappelant un fond de canot renversé avec une crénelure dorsale. Guy Leblanc, le maire de Poinégamook, connaît bien son célèbre citoyen pour l'avoir vu de ses propres yeux le 30 juillet 1990. Moi, je faisais des randonnées avec un ponton, un bateau ponton. Et cette randonnée était vraiment spéciale parce que c'était plus des amis que des clients, si on veut. Puis moi, j'étais capitaine du bateau. Donc, cette journée-là, c'était plus vers la fin de l'après-midi, plus en soirée. Puis on avait vraiment une belle randonnée. Mais soudainement, on a vu une vague beaucoup plus loin que nous, puis qui se dirigeait vers la rive. Mais c'était une vague un peu comme un sous-marin à la surface de l'eau, qui va sortir de l'eau. Ça fait une vague en V, puis ça allait quand même assez vite. C'était vraiment une vague vraiment spéciale, une vague, en tout cas, mystérieuse, si on peut dire. Fait que, prenant mon courage à deux mains, c'est moi je suis le capitaine, parce qu'il y en a qui n'étaient pas vraiment d'accord d'aller voir cette vague-là. Mais moi, j'ai dit, je vais aller voir. Quand on arrivait à côté de la vague, moi, je me suis mis à côté de cette vague-là pour pouvoir observer c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau qui faisait ce déplacement d'eau-là. Puis on a tous bien vu, on était une douzaine sur le bateau. Puis, en fin de compte, c'était à ma droite. Puis tout le monde a bien vu la forme du dos, la longueur, les nageoires, la nageoire dorsale qui est sur le dos, puis ainsi que la nageoire aussi à la fin, la queue, en fait. Là, je vais y aller en pied, mais mon bateau mesure 26 pieds de long, peut-être à peu près 3 ou 4 mètres. La tête du poisson était en avant du bateau, si on veut, puis la queue était derrière mon bateau. Donc, on estimait à peu près 25 à 26 pieds la longueur du poisson. En tout cas, de cette chose-là. Je peux vous dire qu'il y avait un silence. Tout ce qu'on entendait, c'est le bruit du moteur. Il n'y a personne qui parlait. Pour Guy Leblanc, il ne fait aucun doute que cette chose était bel et bien la bête du lac. En aucun cas, il aurait pu s'agir d'un tronc à la dérive ou d'une vulgaire vague de fond. On était sur un bateau, quand même plus élevé que le lac, mais quand même assez près. Donc, on pouvait l'observer. Puis 10 secondes, on peut vraiment se faire une idée puis dire, c'est quoi qu'on voit là? C'est pas un bio, ça nage. Puis même quand que
Cette chose-là s'est aperçue qu'on était à côté, en fin de compte. C'est quand même un poisson, c'est peureux, un poisson. C'est comme un oiseau, hein. Si tu l'approches, ça va partir à voler. Mais lui, sa réaction, c'était de caler, d'aller en profondeur. Donc, aussitôt qu'il a su, ou il voyait qu'on était près de lui, bien, il a tout simplement... il a calé, il a été en profondeur, puis il a passé en dessous de mon bateau. Mais s'il y a bel et bien un animal mystérieux dans le lac Ponégamouk, de quoi s'agit-il? Poisson gigantesque, créature inconnue ou survivant de la préhistoire? On n'est pas des biologistes, on n'est pas des scientifiques, on est tous des gens du monde ordinaire. Mais tout le monde arrivait à la même conclusion. C'est un très, très gros poisson qu'on a vu. C'est pas une baleine, ça ressemblait pas à une baleine ni à un cachalot, si on veut, mais de toute façon, en eau douce, c'est pas possible. Nos conclusions arrivaient tout le temps vers une sorte de poisson qui serait possible, c'est l'esturgeon d'eau douce. Puis ça, on a essayé de faire valider ce qu'on avait vu par, justement, des gens qui connaissent ça, au niveau de l'Institut maritime à Rimouski, des biologistes, qui, eux, nous disent, bien, écoutez, oui, les esturgeons en eau douce viennent très gros, ça peut venir très, très gros, mais quand on a parlé de la grosseur du nôtre, là, il a commencé à avoir des sceptiques. Au Canada seulement, on compte pas moins d'une quinzaine de lacs associés à des apparitions de monstres. L'une de ces créatures, Ogopogo, la baie du lac Okanagan, en Colombie-Britannique, jouit d'une telle popularité qu'en 1990, le gouvernement canadien lui a dédié un timbre-poste. Aux États-Unis, c'est le lac Champlain qui a été surnommé le Loch Ness d'Amérique du Nord. Il y a une formidable incompréhension à propos du lac Champlain. Plusieurs auteurs y réfèrent comme étant le Loch Ness d'Amérique, mais moi je dirais plutôt que le Loch Ness est le lac Champlain de l'Écosse. Historiquement, en termes d'observation fiable, celle du lac Champlain précède celle du Loch Ness d'au moins un siècle. Le lac Champlain a également été la scène de plusieurs observations hautement intéressantes, comme celle de Sandra Mancy, par exemple. C'est un classique du genre, appuyé par une photographie exceptionnelle. Je crois qu'on doit considérer le Loch Ness comme le petit dernier des monstres lacustres, parce que les observations au lac Champlain ou au lac Okanagan au Canada sont largement antérieures à celles du Loch Ness. Les premières observations documentées de la créature du lac Champlain, baptisée Champ, remontent au début du 19e siècle. Si vous regardez l'histoire du lac Champlain, vous devez reconnaître que la première observation crédible, et en ce sens officielle, de Champ remonte à 1819, ce qui est largement antérieur à l'observation de M. et Mme Mackay au Loch Ness en 1933. Cette première observation a été signalée par le capitaine Crum, qui était le capitaine de voilier sur le lac Champlain et qui a fait son observation en juillet 1819. La distance qui le séparait de la créature n'était pas très importante, quelque chose comme 200 mètres. Il a vu une créature en forme de serpent. Son observation est celle que je classerais comme étant la première faite par un témoin oculaire fiable et expérimenté d'une créature inconnue dans le lac Champlain. En juillet 1880, le Courrier de Swanton, un hebdomadaire du Vermont, rapporte que 2 résidents de Bedford, au Québec, auraient vu un animal étrange dans les eaux de la baie Missisquoi, à l'extrême nord-est du lac Champlain. La créature mesurait près de 7 mètres de long et sa tête était grosse comme un baril. Au dire des témoins, la bête faisait aussi un bruit comme celui d'un bateau à aube. En 1945, près de Rouse's Point, Monsieur et Madame Charles Langlois voient une longue créature filiforme qui se tient immobile à la surface du lac. Lorsqu'ils tentent de l'approcher, l'animal plonge sous les eaux, apparemment effrayé par le moteur de leur embarcation. En juillet 1977, Sandra et Anthony Mancy se trouvent en vacances dans la région de Saint-Alban, au Vermont. Alors que leurs 2 enfants batifolent près du lac, le couple voit apparaître le cou et la tête d'un animal gigantesque. Pendant qu'Anthony s'empresse de ramener les enfants,
Sa femme prend une photographie de l'animal. Celui-ci se trouve alors à moins de 40 mètres de la grève. Dans leur description de Champ, les témoins parlent presque toujours d'un animal sombre, filiforme et d'une taille variant de quelques mètres à une quinzaine de mètres. Dans la région de Port Henry, des apparitions ont été si nombreuses que la municipalité s'est autoproclamée le pays de Champ. Une des choses les plus extraordinaires à propos du lac Champlain, c'est la préoccupation des résidents concernant la conservation de l'environnement, comme s'ils tenaient à ce que l'habitat de cette créature soit préservé. Et je dois dire que j'applaudis la législation de l'État de New York qui a suivi celle du Vermont et qui a voté une résolution pour protéger la créature du lac Champlain. Les gouvernements de ces deux États respectifs ont fait un travail remarquable en votant leurs lois. La première a été votée en 1982 et celle de l'État de New York en 1983. Ces deux résolutions constituent une plateforme légale remarquable pour tous ceux d'entre nous qui veulent préserver ces créatures inconnues. Ces lois ont une portée considérable et tiennent compte à la fois des besoins liés à la préservation de l'environnement ainsi qu'à celle de la créature. Le monstre du lac Champlain a été l'objet de nombreuses tracts scientifiques. En 1978, une équipe de chercheurs s'est livrée pendant plus d'une semaine à une chasse aux monstres. Le lac Champlain est un terrain très fertile pour diverses formes de recherche, une des plus importantes étant le sonar latéral, dont l'un des promoteurs les plus ardents est Joseph Zarzinski, qu'on a surnommé Mr. Champ. Il a travaillé sur le lac Champlain au cours des années 70, 80, 90 et s'est servi du sonar latéral de manière très efficace pour obtenir une série de lectures qui ne peuvent pas s'expliquer par des bancs de poissons ou de très grosses anguilles. Certaines captations du sonar indiquent quelque chose de grand, de dense, de nettement différent de la catégorie des animaux connus. On doit se rappeler que l'écho sonore est comme un éclair dans la nuit, dans ce sens que ça ne vous dit pas tout sur l'origine de cet écho. C'est plutôt une sorte d'indication, mais en aucun cas, ce n'est une preuve qu'il y a un animal marin qui vit là. Personne n'a jamais produit un spécimen biologique d'un monstre marin ou lacustre pour fin d'expertise scientifique. Et ce, quoi qu'en disent certaines publications. Une des histoires qu'on me rapporte fréquemment, spécialement ces gens qui veulent prouver le paradigme des dinosaures vivant dans le temps présent, c'est l'histoire du Zuyumaru, en 1977, un navire de pêche japonais qui a capturé un très large objet le long des côtes de la Nouvelle-Zélande. Cette créature, si vous regardez les photos qu'on en a prises, peut jusqu'à un certain degré ressembler au plésiosaure, un animal qui a vécu à l'âge du Jurassique et qui est réputé s'être éteint il y a 65 millions d'années. Heureusement pour les marins du Zuyumaru, ils ont gardé des échantillons de la carcasse pour qu'on en fasse des analyses à l'Université de Tokyo. Quand vous observez cette créature, elle ressemble à un plésiosaure, mais elle ressemble également à un requin pèlerin en voie de décomposition. Quand les analyses chimiques ont été faites sur les tissus et les cartilages, ils contenaient certaines protéines présentes uniquement dans la famille des requins, jamais dans celle des reptiles. Bien sûr, nous n'avons pas d'échantillon du plésiosaure, mais je ne crois pas qu'il aurait le même type de cartilage que ceux des requins. Je crois que les Japonais ont amplement prouvé que la carcasse du Zuyumaru était bel et bien celle d'un requin. Pour étoffer leur dossier des monstres marins, les cryptozoologues ne peuvent compter que sur des preuves circonstancielles, à commencer par les films et les photographies. Il existe à ce jour des centaines de clichés de films montrant apparemment des monstres aquatiques. Hélas, la qualité de ces images ou les circonstances dans lesquelles elles ont été prises rendent leur interprétation difficile quand ce n'est pas leur authenticité qu'on remet en question. Pendant des années, les cryptozoologues ont présenté une photographie montrant le dos et le cou du monstre du Loch Ness.
Ce cliché, pris en avril 1934, était, semble-t-il, l'œuvre d'un médecin londonien, un certain Dr. Wilson, d'où son surnom de « photographie du chirurgien ». Il prétend avoir pris cette photo dans les environs de Even Morriston. Alors qu'il conduisait sa voiture, il aurait vu cet objet dans l'eau et se serait senti comme forcé de prendre cette photo. Une des choses très intéressantes, c'est qu'au fil des années, son histoire a changé en termes de location et de circonstances. Son fils a raconté dans le livre de Ronald Bean qu'il croyait que son père avait monté un canular. Bien, ça ouvre vraiment une boîte de Pandore. C'est mon opinion que nous avons affaire à une photo truquée qui n'a aucune valeur. Avant que cette photo soit prise, personne n'avait jamais vu le monstre du Loch Ness avec la tête dans cette position. Aujourd'hui, malheureusement, cette photographie oriente la pensée des témoins oculaires potentiels dans une direction qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Pire, en 1993, deux enquêteurs, David Martin et Alastair Boyd, ont retracé les véritables origines de cette photographie. J'ai acquis la certitude que cette photographie est un faux en me fondant sur les recherches faites par un de mes amis, Alastair Boyd, qui, soit dit en passant, est un témoin oculaire du monstre du Loch Ness. En compagnie d'un de ses amis, David Martin, il a lu, en 1975, un article de journal rapportant qu'un dénommé Ian Wedderall avait admis devant un journaliste britannique qu'il avait collaboré à un canular photographique au Loch Ness. Alastair et David ont donc enquêté sur la chose et ils ont découvert que M. Wedderall était décédé et que son beau-frère, Christian Sperling, était toujours vivant. Ils ont donc rencontré M. Sperling, qui leur a candidement avoué « Je ne peux pas croire à quel point ce canular a duré longtemps. Avec mon beau-frère et mon beau-père, Marmaduke Wedderall, nous avons concocté cette blague qui se voulait une sorte de vengeance contre le Daily Mail. » Le journal avait engagé Marmaduke, grand chasseur et cinéaste réputé de la faune africaine, pour enquêter sur le monstre du Loch Ness. Mais lorsque M. Wedderall a découvert un indice qui s'est avéré être une patte d'hippopotame qui avait dû servir de cendrier ou de support à parapluie, le journal l'a congédié et du même coup l'a discrédité. Marmaduke Wedderall a alors décidé de se venger en montant ce canular. Il a demandé à son beau-fils de placer la tête d'un jouet sur un sous-marin de plastique, puis ils sont montés au Loch Ness, ont recruté les services de Robert Wilson pour les plaques photographiques et ils ont trompé le public durant 60 ans. Je crois que nous devons témoigner beaucoup de reconnaissance à Alastair Boyd et David Martin pour avoir dévoilé une supercherie qui était devenue une sorte d'icône qui ne cadre pas du tout avec ce qu'avaient raconté les témoins oculaires avant le 1er avril 1934. Les aveux du vieil homme ont eu l'effet d'une douche froide pour les partisans de Nessie. La presse a rapidement annoncé la mort de Nessie. Si la photographie du chirurgien fait partie de l'histoire du monstre du Loch Ness, l'histoire du monstre du Loch Ness n'est pas que la photographie du chirurgien. Il existe des dizaines de photographies de Nessie et plusieurs films. Le plus célèbre d'entre eux a été tourné en 1960 par Tim Dinsdale. Tim Dinsdale était un homme de science, un ingénieur en aérospatial qui avait développé une sorte de fascination pour le monstre du Loch Ness et il était bien déterminé à en savoir davantage sur le sujet. Lors de son premier voyage au Loch Ness, en 1960, M. Dinsdale avait passé beaucoup de temps au lac. Au dernier matin de son séjour là-haut, il était complètement frustré parce qu'il n'avait pas aperçu le monstre. C'est une sensation que je connais bien. Il était en position d'observation au-dessus du petit village de Foyers lorsqu'il a remarqué un objet au milieu du lac. Il a saisi sa caméra Bolex, 16 mm, et s'est mis à filmer l'objet. Dès le début, il avait l'impression qu'il voyait un animal bien vivant dans son viseur. Il l'a filmé durant une bonne minute, puis, plusieurs minutes plus tard, il a filmé une embarcation afin qu'on puisse établir une comparaison. Durant des années, beaucoup de gens ont vu dans ce film une preuve évidente de l'existence du monstre du Loch Ness. Mais au fil du temps, beaucoup de gens qui s'intéressent au phénomène du Loch Ness, dont certains croient à l'existence du monstre,
ont réexaminé le film de Dinsdale. Si on altère le contraste de l'écran en visionnant une copie du film sur un écran électronique, on peut voir assez clairement qu'il s'agit d'une embarcation avec un homme debout à l'arrière du bateau. En termes de clarté de l'image et de son utilité, le film de Dinsdale est intéressant, certes, mais en aucun cas, il ne peut constituer la preuve de l'existence du monstre du Loch Ness. Moi, je dirais qu'il s'agit d'un homme dans une embarcation. Mais évidemment, tous ne sont pas de cet avis. En 1993, la pellicule a été confiée au responsable du Discovery Channel, qui avait organisé une sorte d'évaluation sur l'ensemble du phénomène du Loch Ness dans le cadre d'un projet baptisé Projet Hors-Carte. Donc, grâce au plus récent développement de la technologie, et surtout grâce à la numérisation de l'image, on a été en mesure d'appuyer la conclusion de 1965, laquelle disait qu'on était bel et bien en présence d'un monstre lacustre, mais également l'analyse a démontré pour la première fois la présence d'une ombre nageant sous la surface de l'eau. Mais il n'y a pas que le film Dinsdale, ce film controversé, qui va à l'appui de l'existence du monstre du Loch Ness. En octobre 1987, à l'initiative de Adrian Shine, un biologiste écossais, le Loch Ness est devenu le théâtre de la plus importante chasse aux monstres de l'histoire. C'était l'heure du projet Deep Scan. L'opération Deep Scan implique une vingtaine d'embarcations regroupées en flottilles et munies de sonars qui créent une sorte de filet en travers du Loch Ness. Durant cet exercice, qui s'est déroulé sur une période d'environ une semaine, ils ont pu obtenir 3 lectures sonores qu'ils n'ont pas été en mesure d'identifier immédiatement. Les médias ont tout de suite sauté à la conclusion que c'était le monstre du Loch Ness, ce qui n'est pas exactement ce que M. Shine et son équipe ont dit. Nous avons eu 3 lectures claires de quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. Des tentatives analogues pour filmer ou détecter leurs locataires se sont tenues au lac Champlain et au lac Okanagan. Comme dans le cas du Loch Ness, des échos non identifiés ont aussi été obtenus, mais rien d'aussi spectaculaire et représentatif que ceux du projet Deep Scan en 1987. En revanche, ce qui apparaît pour plusieurs comme la meilleure photographie d'un monstre lacustre n'a pas été prise au Loch Ness, mais sur les berges du lac Champlain. En juillet 1977, de passage au Vermont avec son fiancé et ses 2 enfants, Sandra Mancy a photographié une étrange créature à demi immergée dans les eaux du lac Champlain. Elle pique-niquait avec sa famille sur une plage du Vermont lorsque l'eau s'est agitée et qu'un animal est apparu. Par chance, Sandra avait un appareil Kodak Instamatic et elle a pris une photo d'une créature d'une grande taille. Durant 4 ans, elle a conservé la photo dans son album de famille et, comme à son habitude, elle s'est débarrassée des négatifs. Si nous avions pu avoir les négatifs, ça aurait été formidable. Les photos de Sandra ont été soumises à Joseph Zarzinski, qui a eu un entretien avec elle, et il l'a jugée très directe et authentique. D'après lui, la photo était celle d'un cryptide inconnu. Il l'a soumise pour analyse au laboratoire des sciences optiques de l'Université de l'Arizona, sous la supervision du défunt Richard Greenwell, où on a estimé que la photographie n'avait pas été manipulée ou truquée et que ce n'était pas un canular. J'ai analysé les vagues autour de l'objet afin d'évaluer sa taille. Et on peut faire ça en connaissant la force du vent, sa portée, puis on estime la taille des vagues et on les compare avec l'objet. L'objet était d'une taille respectable, approximativement celle d'une Volkswagen. Cependant, comme il y a plusieurs erreurs possibles, parce qu'on ne sait pas exactement où l'image a été prise, quelle était la force du vent, on introduit des possibilités d'erreur dans l'estimé. Même si l'accumulation de ces preuves circonstancielles vient étoffer le discours des cryptozoologues, l'absence d'un spécimen biologique continue de faire cruellement défaut. Pourtant, un tel spécimen a peut-être déjà été capturé et perdu avant que les scientifiques n'aient eu le temps de l'examiner. Au début du mois de juillet 1937, des pêcheurs de Naden Harbor, dans les îles de la Reine-Charlotte, découvrent dans l'estomac d'un cachalot un long animal filiforme, un animal comme ils n'en ont jamais vu.
Et cette créature leur est apparue tellement phénoménale. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Et ils avaient vu toutes sortes de créatures, des poissons, des calmars, des pieuvres. Mais ce truc était tellement bizarre, avec une allure reptilienne et sa tête de chameau, qu'ils ont décidé de prendre des photos. 2 d'entre elles ont été prises par l'officier médical du port, M. Borman, et l'autre par le directeur de la station baleinière, M. Huband. Ces photographies avec un échantillon de la créature ont été expédiées à 2 différents endroits, à la station de pêche de Nanaimo et au musée provincial de Victoria. Les photographies et l'échantillon ont été mal identifiés par le curateur en résidence au musée de Victoria, qui s'est payé une belle grosse erreur en identifiant l'échantillon comme étant celui d'une baleine mysticette. Si vous placez une photo de baleine à côté de la carcasse de Maiden Harbor, vous verrez qu'il n'y a absolument rien de ressemblant. Quant aux photos et à l'échantillon expédié à la station de pêche de Nanaimo, elles ont été égarées. Au bilan, c'est un total désastre. En regardant les photos, une évidence saute aux yeux. Nous sommes vraiment en présence d'une créature appartenant à une espèce inconnue. Exception faite des photographies de Naden Harbor, les scientifiques ont été jusqu'à maintenant incapables d'obtenir la moindre preuve matérielle de l'existence du Cadborosaurus, ce grand serpent de mer qui entrait les eaux de la côte ouest du Canada. Mis à part la carcasse de Naden Harbor, tous les autres spécimens de monstres marins se sont révélés être autre chose. En 1934, la carcasse pourrie d'un animal long d'environ 9 mètres a été découverte sur une plage de l'île Henry, en Colombie-Britannique. Le crâne et des portions de l'épine dorsale ont été envoyés pour identification à la station biologique gouvernementale de Nanaimo. Le suspense a été de courte durée car l'un des biologistes du centre a identifié les restes comme ceux d'un requin pèlerin. En mai 1996, on apprenait que des pêcheurs malais avaient ramené dans leur filet la carcasse d'un animal mystérieux semblable à un dinosaure. La carcasse a donc été ramenée au port de Kuala Kedah en Malaisie puis a été exhibée sur les quais pendant quelques heures avant de finir entre les mains d'un sorcier qui, lui, l'a fait bouillir et puis a broyé les os pour en faire une sorte de poudre aphrodisiaque. Il faut comprendre qu'en Malaisie, la croyance veut que les os de dragon, et il n'y avait aucun doute d'ailleurs que pour le sorcier, il s'agissait d'un dragon, donc que les os de dragon ont toutes sortes de qualités aphrodisiaques, d'où la confection de cette mystérieuse poudre. Heureusement, des photographies prises avant que la carcasse ne soit détruite montrent très clairement que l'animal en question était sans aucun doute un cétacé, un orque ou un dauphin, dont la putréfaction avait rendu méconnaissable la carcasse. En juillet 2001, une carcasse de 7 mètres de long a été découverte près de Fortune Bay, à Terre-Neuve. Des experts de l'Université Memorial de Saint John se sont vite rendus sur place pour prélever des échantillons biologiques. Les analyses montrent, hélas, qu'il ne s'agissait encore une fois que d'un requin pèlerin. À défaut de spécimens biologiques, les cryptozoologues ont colligé un nombre impressionnant de preuves circonstancielles de l'existence des monstres marins. Qu'on pense aux étranges échos sonores enregistrés lors de l'opération Deep Scan qui s'est tenue au Loch Ness en 1987, ou encore au film de Tim Dinsdale montrant apparemment Nessie, ou encore à cette étonnante photographie prise par Sandra Mancy de l'étrange créature du lac Champlain. Si l'on accepte que de telles créatures existent, de quoi s'agit-il? Lorsqu'il est question de monstres marins, la première étape vers leur identification zoologique consiste à séparer le possible de l'impossible. De façon populaire, on aime croire que ces monstres seraient quelques dinosaures aquatiques survivants de la préhistoire. Mais est-ce possible? Des zoologues différents ont proposé des réponses différentes, en mettant l'emphase sur différentes caractéristiques de l'animal. Quand Ed Bosfield et moi-même avons analysé les restes de Caddy, nous sommes parvenus à une tentative de conclusion, en convenant que l'animal était le moins différent d'un plésiosaure. En utilisant la double négation, nous avons été très prudents, ce qui ne nous mène pas très loin. Nous ne disons pas que c'en était un,
le moins différent d'un plésiosaure, à cause de son long cou, de sa capacité de nager, et ainsi de suite. Cependant, une ressemblance morphologique, une ressemblance superficielle entre deux animaux ne signifie pas qu'ils appartiennent nécessairement à la même espèce. Ils peuvent très bien être de nouveaux animaux que nous n'avons pas encore découverts, car on découvre encore de nouveaux animaux. Alors, qui sait? Alors là, on fait face à un grave problème. Si on invoque le monstre du Loch Ness ou Champy, celui qui est supposé d'exister dans le lac, du lac Champlain, ici en Amérique du Nord, eh bien, tous ces animaux-là ont une caractéristique très importante, c'est que ce sont tous des animaux à quatre pattes, c'est-à-dire des animaux qu'on appelle tétrapodes. Malgré le fait que les pattes sont transformées en pagaies, c'est quand même des vestiges de pattes. Et tous les animaux à quatre pattes, y compris l'être humain, qui est aussi un tétrapode, eh bien, ce sont des animaux qui doivent monter à la surface très fréquemment pour venir respirer. Si tel est le cas, il faudrait qu'on les voie fréquemment venir respirer. Dans cette perspective, se pourrait-il alors que certaines légendes de monstres lacustres soient à mettre au compte de poissons géants? If there was ever one creature that was S'il y a une créature qui fut positionnée, disons comme le mécréant dans l'éventail des monstres de lac et des cryptides d'eau douce, c'est bien l'esturgeon. poor old sturgeon. Unfortunately, Malheureusement, l'esturgeon ressemble à un esturgeon, même lorsqu'il nage en surface. La plupart des témoins oculaires ne pourraient pas distinguer un esturgeon d'un monstre de lac, sauf pour une chose. L'esturgeon n'a qu'une seule nageoire dorsale. Mais lorsque les témoins disent avoir vu une série de nageoires dorsales, ils décrivent des nageoires arrondies et plus hautes que celles d'un esturgeon normalement constitué, ou encore espacées à des intervalles qui supposeraient qu'on a affaire à un groupe d'esturgeons nageant en ligne. a line of sturgeons swimming. Alors peut-être que dans certaines rivières ou dans certains lacs où il y a des esturgeons, ceux-ci sont responsables de certaines observations. Mais les esturgeons ne peuvent pas être à l'origine de toutes les observations qui ont été faites dans les lacs partout dans le monde. Various lakes around the world. Depuis des générations, on raconte que certains lacs seraient habités par des créatures monstrueuses et inconnues. Des animaux semblables ont aussi été vus en mer ou près des côtes. Ces apparitions sont si nombreuses qu'il n'est plus permis de les ignorer ou de les mettre au compte de pêcheurs intoxiqués. Malheureusement, toutes les recherches entreprises pour documenter ces cryptides n'ont pas connu beaucoup de succès. Our scientific Les research recherches scientifiques entreprises sur notre planète couvrent à peine 6 % du contenu des océans. C'est vraiment une goutte dans un seau d'eau. Il reste encore 94 % du contenu des océans qui n'a toujours pas été exploré au sens scientifique du terme. Ça représente une sacrée quantité d'eau, de crevasses, de cavernes qui peuvent servir de cachette aux créatures marines. Alors je crois plutôt que nous sommes en présence d'espèces non identifiées, plutôt que de créatures de type Lazare, que nous croyons éteintes et qui seraient en quelque sorte ressuscitées. Même si je n'écarterais pas cette hypothèse, je la trouve plus improbable que sa contrepartie la plus logique, qui consiste à croire qu'il nous reste à identifier de nouvelles espèces dans les mers et qu'il nous reste énormément de travail à faire. of work to do. Dans le domaine de la zoologie, c'est souvent par hasard que l'on a fait des découvertes. La découverte du sélacanthe en 1938, par exemple, est essentiellement due au hasard. Le commandant Cousteau disait que nous en savions davantage sur la Lune que sur les océans. Et à en juger par les découvertes qui, chaque année, sont rapportées dans la presse, des découvertes océanographiques, je pense qu'il avait bien raison. Dans le domaine de la zoologie, la découverte de nouvelles espèces s'est souvent faite par le plus pur des hasards. C'est par hasard que des pêcheurs ont capturé en 1938 le premier spécimen de sélacanthe. C'est aussi par hasard qu'on a découvert à Hawaï le premier requin mégabouche. Une espèce de squale de 5 mètres de long, tout à fait inconnu des zoologues. Qui sait ce que retrouveront demain les pêcheurs au large de la Malaisie ou sur les côtes de la Nouvelle-Zélande?